siège. Monsieur Philippe Olivier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Je sais que vous êtes un cadre dirigeant du Rassemblement national et que ce parti a depuis longtemps pris position pour le référendum, tantôt d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, suivant les cas, mais bon, le principe est toujours le même, c'est de faire parler la base. Et je souhaiterais que vous puissiez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à faire ce choix, qui est déjà relativement ancien. Oui, c'est un choix ancien parce que c'est un choix qui date de 86-88, quand Jean-Marie Le Pen a sorti la campagne « Rendre la parole au peuple ». Et rendre la parole au peuple, c'était assez novateur à l'époque, et ça consistait à dire la parole est confisquée par un certain nombre de puissances financières, politiques, médiatiques, etc., ou juridiques, et donc il faut qu'il y ait une expression directe du peuple. Cette expression d'ailleurs était rendue d'autant plus nécessaire que les sujets n'étaient pas traités. Et le système a tendance à mettre sous les pouvoirs les sujets qu'il ne veut pas voir émerger. C'était vrai de l'immigration, c'était vrai de tas de sujets. Hein. L'immigration était le plus emblématique. Et donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir mettre dans le débat public des questions et pour aboutir ensuite à un arbitrage. Un arbitrage qui aurait à ce moment-là, avec l'onction démocratique, une légitimité particulière. Donc je suppose que vous avez toujours eu une opposition qui s'est concrétisée en 2005 par exemple, lorsque le corps électoral a voté contre les institutions, contre la réalisation d'une constitution, et que celle-ci a été transformée en traité de Lisbonne, et on a oublié ce qu'avait dit le peuple. En fait, c'est la même démarche toujours. Oui, c'est une usurpation totale. C'est-à-dire que en fait, le système a peur du référendum. Le général de Gaulle avait voulu le référendum à juste titre, parce que lui, il connaissait bien le système, il avait compris, je pense qu'il avait très bien compris la Troisième République et la Quatrième République, et donc quand il a fait la Cinquième République, il a créé cette soupape qui était indispensable, et dont il s'est servi d'ailleurs, hein, pour faire avancer les institutions de manière assez bénéfique. Je pense que l'élection du président en suffrage universel, par voie parlementaire, c'est absolument impossible. Et donc, oui, parce qu'on est dans le système des partis. Alors, on est dans le système des partis, et vous proposez à des députés ou des sénateurs de perdre la compétence de désigner le président de la République. Évidemment que ça ne va pas marcher. Donc on est dans un système où il y a des sujets qui ne peuvent être tranchés que par le peuple. Et donc c'est une voie qui est obligatoire. S'agissant de 2005, rappelez-vous, au début, le référendum, il n'était pas gagné. Hein. Les sondages ont montré que finalement les Français suivaient le cours de la construction européenne telle qu'on leur présentait les choses, et puis ils validaient. Et c'est le débat qui a permis d'arracher un score qui était relativement important. Hein, significatif, puisque en France, généralement, c'est plutôt 0,5, hein, là c'était plusieurs points, donc c'était un non franc et assez massif, donc qui a été contourné, et il reste de cela quand même un traumatisme, le traumatisme qui fait que les gens se disent les décisions politiques ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien d'aller voter. Oui, et ça rend illégitime tout ce qui s'est passé par la suite, d'une certaine façon. Oui et non, parce que Sarkozy a trouvé le moyen de relégitimer tout ça, soi-disant par son élection, en disant moi j'avais annoncé ça, et donc j'ai purgé le vice rédhibitoire. La vérité, c'est qu'il reste un traumatisme, que les gens ont le sentiment qu'ils ont été volés. La question d'ailleurs s'est posée également pour la Grande-Bretagne. Hein. Quand la Grande-Bretagne a choisi le Brexit, les Français ont tout de suite dit c'est une catastrophe, il ne faut pas appliquer le Brexit parce que les Anglais, sauf que les Anglais, ils ont une force de caractère qui fait qu'on applique les décisions du peuple. Et ils ont été au Brexit, oui. Et c'est tout à leur honneur. Et aujourd'hui encore, au Parlement européen, quand vous parlez du Brexit, vous avez le sentiment que des gens
voudrait parler à la place du peuple britannique, en disant mais ils sont stupides, il faut absolument revenir sur le Brexit. J'ai fait un débat récemment là-dessus, et c'était pas tant. Il y avait Mme Loiseau et d'autres qui étaient pratiquement à dire c'est une folie, il faut pratiquement revenir en arrière. Mme Loiseau étant les mêmes soucis. Alors la question annexe, là vous avez abordé le problème de l'immigration et effectivement le choix référendaire, aller vers un référendum pour savoir ce que le peuple français souhaite pour l'immigration. Mais quels sont les autres sujets qui aujourd'hui vous paraissent nécessiter un référendum? Déjà, non mais attends, arrêtons-nous un peu sur l'immigration, parce que c'est quand même un vaste sujet, un sujet extrêmement important. Tout est bloqué. D'abord parce que depuis le décret du regroupement familial en 1976, on a engagé une politique migratoire dont on n'a jamais voulu parler. Jamais, pas un instant. Et même encore récemment, le Parlement européen a engagé l'adoption du pacte d'immigration. C'est parti en septembre 2021. Donc on a annoncé ce pacte. Ça a été discuté dans les couloirs. La voie parlementaire a été évacuée. Et aujourd'hui, en avril, là, on nous dit qu'on va le voter. Et donc il ressort et on nous dit qu'il va le voter. Il n'y a eu aucune concertation et aucune information, et évidemment aucun débat, ni parlementaire, et encore moins populaire. Donc les gens vont apprendre qu'on a voté des relocalisations massives, obligatoires, pardon, des régularisations massives, ou un pont maritime entre l'Afrique et l'Europe. Bon, c'est dire si la question migratoire est systématiquement occultée de tous les débats. Et donc le fait de poser un référendum, comme le référendum d'ailleurs sur la Constitution, est la manière de poser le débat et de pouvoir en discuter. Oui. Dire, faire des émissions, faire des débats. Moi je me souviens, dans les années 70, quand j'ai commencé à faire de la politique, j'étais tout jeune, il y avait des débats entre Stoléru et je ne sais qui sur l'immigration, et le débat c'était de savoir qui était le plus favorable à l'immigration. Oui, Stoléru était il était interdit d'être contre l'immigration. Oui, alors aujourd'hui les choses ont changé, ça a été un long combat, mais si l'opinion est à 80% opposée à l'immigration, le système est à 80% favorable à l'immigration. Et donc, évidemment, on ne veut pas en parler, parce que tout le jeu des immigrationnistes, c'est d'invisibiliser l'immigration. Donc de faire en sorte que le débat n'est pas vu. Et le référendum est une manière de poser des questions et d'amener le sujet. Voilà. Alors il pourrait y avoir d'autres sujets. Hein. D'ailleurs, les sujets, je ne sais pas, sur l'écologie, la décroissance, un certain nombre de sujets qui sont très importants, hein, pourraient valoir des débats. Alors je ne sais pas si ça doit être sanctionné par référendum, il ne faut pas non plus user la formule, mais moi je pense par exemple que les questions de réforme constitutionnelle pourraient être posées par référendum. Par exemple, l'admission de nouveaux membres à l'Union européenne, ce qui se faisait auparavant, ce qui avait été prévu et ce qui a été retiré, oui. Et on comprend pourquoi. Voilà, ça pourrait être ces questions-là, ça peut être aussi de repasser au septennat non renouvelable, ça pourrait être, voilà, il y a des tas de questions qui pourraient être posées et qui... oui, ça permettrait d'avoir un arbitrage populaire. Voilà, ça permettrait d'avoir un débat sur le déséquilibre des institutions tel qu'on les vit aujourd'hui. Le fait qu'on ne sait plus qui est Premier ministre, ni qui est Président de la République. Parce que il y a un Président de la République qui est Premier ministre, qui est ministre de tout. Oui, absolument. Et donc, en tant que garant de la Constitution, on ne peut pas dire qu'il la respecte beaucoup. De manière impressionniste, si vous voulez, on a déconstruit absolument tout l'échafaudage constitutionnel de 58. Et aujourd'hui, on a une Constitution qui est, notamment avec le quinquennat, qui est un petit peu hémiplégique. Hein, absolument. Parce que il y a un président qui gouverne et qui ne préside plus. Et on a un Premier ministre qui est un collaborateur et sous Macron un commandeur. Oui, la formule est jolie.
Donc, quels autres types? Alors, donc, vous avez abordé des sujets fondamentaux, en fait, Oui. puisque du temps du général de Gaulle, en fait, toutes les questions qui ont été posées, enfin, essentiellement, avaient trait à la Constitution et à l'organisation des pouvoirs publics. Oui. Aujourd'hui, on a des modifications de la Constitution sur, enfin, la modification du texte sur ces affaires aussi marginales que l'interruption volontaire de grossesse. Qui n'est pas dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une constitution. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais quand vous prenez la Suisse, par exemple, la Suisse utilise sur le référendum à tout bout de champ sur des sujets qui apparaissent comme tout à fait mineurs, hein, des minarets, enfin, telle ou telle question assez classique. Hein. Bon, nous, évidemment, on pense qu'il faut pas, on peut avoir des référendums locaux, hein, c'est tout à fait sain. Maintenant, les grands référendums nationaux doivent porter sur des grandes questions. Absolument. Pour conserver une certaine solennité et pour, je dois dire, avoir comment dire, un arbitrage qui est particulier, quoi, qui est historique, pratiquement. C'est des grandes orientations, les grandes bifurcations, soit juridiques, soit sociétales, hein, éventuellement. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter sur le sujet? Non, je pense que c'est un vrai sujet. Il y a, si vous voulez, moi je suis pour le retour du politique. Si on prend un peu de hauteur, je suis pour le retour du politique. Le retour du politique, c'est quoi? C'est que l'homme politique, il a la capacité de changer les choses. Alors, il ne va pas les changer d'un coup de baguette magique parce qu'il y a des inerties. Alors, il y a des inerties administratives, il y a l'état profond, il y a le cadre juridique, hein, alors nous on est pour un état de droit, hein, mais il faut rendre à la politique sa capacité et son efficacité. Et ça veut dire qu'il faut que le citoyen ait le sentiment qu'à partir du moment où il y a une décision de sa part, et bien il y a une action dans ce sens. Et donc la seule manière de pouvoir brancher directement ce circuit, c'est d'avoir recours à une démocratie la plus directe possible. Donc la réhabilitation de la politique passe aussi par le référendum. Naturellement. Il faut que les gens aient le sentiment que quand ils dirigent, quand ils décident, les dirigeants fonctionnent dans le sens de ce qui a été décidé. Si vous voulez, c'est vrai aussi pour les maires. La vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, un ministre arrive, c'est vrai de LR, c'est vrai de tous, et en 2 mois, il est le porte-parole de son administration. Oui, oui. Parce qu'il n'a pas la volonté politique de changer les choses. Quand un maire arrive, il commence par dire on va baisser les impôts, il a toujours le secrétaire général de la mairie ou quelqu'un qui arrive pour lui dire monsieur le maire, c'est impossible. On va baisser le nombre de fonctionnaires municipaux, il commence par lui dire non mais il faut 3 personnes à l'urbanisme, 1 personne à l'état civil, 5 personnes à la propreté, c'est impossible. Et en fait, si le politique ne prend pas en main les choses, les logiques administratives, l'inertie et puis le sentiment que de toute façon tout ça n'est pas grave, tout ça va faire que ça va continuer. Donc le vrai politique, c'est celui qui a une capacité d'action. Et quand on est empêché, ou quand il y a des questions d'ailleurs qui sont d'ordre personnel, hein, ça peut être des grandes questions sur l'euthanasie, sur ces sujets-là, pourquoi pas avoir recours au référendum, hein. Oui, dans la mesure où ça n'a pas fait l'objet d'un débat ou d'une discussion auparavant, et que ça n'a pas été le thème de l'élection. Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut tout imaginer. Hein, je crois qu'il faut que les gens s'intéressent à la politique et se réapproprient la politique. Nous, c'est notre combat. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de faire que le peuple s'intéresse à la politique et ensuite y participe. Parce que l'idée, c'est de faire émerger une nouvelle élite, l'élite qui a envie de participer. Alors on a failli avec les Gilets jaunes, on a vu qu'il y avait un mouvement spontané avec une adhésion comment dire, personnelle, pas très politique, de simples citoyens à un débat politique, et tout ça a été écrasé. Après, il y a eu
une organisation est arrivée pour aussi chapeauter le... Oui, parce qu'à partir de février-mars, l'extrême gauche a pris la main, bien sûr. et puis a évidemment acétifié tout ça, et donc tout ça a fini par... ça ressemblait à une AG du Nef, quoi. Oui, bien sûr. Après, tout ça s'est dilué, et tout ça s'est perdu. Mais les gilets jaunes de l'origine, c'était pas du tout des gens violents, c'était des gens qui avaient envie de participer, qui avaient quelque chose à dire. Absolument. Oui. Moi, je suis allé sur quelques ronds-points, j'ai eu des discussions avec beaucoup de gens, il y avait une maturité qui était effective, et ceux qui étaient là, oui, ils avaient quelque chose à dire. Oui. Et ce qu'ils avaient à dire, si on prend par exemple le sort des familles monoparentales, le problème des frais bancaires, le problème de la mobilité en zone rurale, etc. Toutes ces questions qui ont été posées, il n'y a eu aucun retour, aucune réponse. Et pire, on a fait, Macron a suscité les états généraux au lendemain des Gilets jaunes, les gens ont mis des contributions, tout ça est parti dans les archives départementales, personne ne les a regardées. C'est pour dire que la parole des simples citoyens ne compte pas, et leurs décisions ne comptent pas. Moi, je me souviens, un élu de LR, ça s'appelait l'UMP à l'époque, l'URPR-EDF, qui m'a dit, tu sais Philippe, c'est simple, hein, aux élections tu racontes n'importe quoi et après tu fais ce que tu veux. Oui. Moi, c'est pas ma conception. Oui, j'ai entendu des choses de cette nature. Moi, je vous promets que c'est vrai. Oui, bien sûr, je sais. Et donc, on se dit, même la démocratie représentative, est en faillite. Oui. Alors, l'utilisation du 49.3 mitrailleuse, c'est aussi un problème. Parce que ça veut dire qu'il y a des budgets qui ne sont même pas discutés, que plus rien n'est discuté. Alors, il n'y a même pas de vote, il y a des approbations qui sont enfin tacites, ou forcées, disons forcées. Mais l'esprit de la loi, l'esprit des lois et de la démocratie, c'est quand même le débat et le vote, avec une application du vote. Là, il y a, dans la France de Macron, il y a une dérive qui est, on va dire, inquiétante, en tout cas dommageable, je pense, pour la démocratie. C'est-à-dire que vous avez le corps électoral qui a donné le pouvoir à Macron, bien qu'il ne soit pas majoritaire dans le pays. C'est quand même qu'une majorité relative qu'il a eue à l'élection présidentielle. Et lors du vote de la législative, le corps électoral a donné le pouvoir au Parlement, aux législateurs. Tout à fait. Le problème, c'est que les législateurs ne souhaitent pas le prendre. Ou en tout cas une partie de ceux-ci. C'est pas exactement ça. En fait, c'est une demi-révolution. C'est-à-dire qu'en fait, le fait majoritaire aurait voulu que Macron ait automatiquement la majorité. Parce que c'est la logique des institutions. Toujours, Sauf que, visiblement, le corps électoral se méfie de Macron, et par un retournement historique, il n'a pas donné la majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il a dit « je veux un contrôle du Parlement sur le président ». Mais lui, il n'a pas compris ça. Lui, il a compris qu'il était dans le schéma du premier mandat, où il y avait tous les pouvoirs. Et donc, on est dans une espèce de bras de fer avec le Parlement. La révolution, c'est quand quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir a le pouvoir, et celui qui l'avait l'a plus. Alors là, Macron a perdu le pouvoir, mais qui a le pouvoir? On n'en sait rien. Maintenant, il faut finir le schéma, il faut donner le pouvoir à une force d'alternance. Je pense que cette force d'alternance, c'est nous, alors pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, je pense qu'on représente vraiment une alternative, ou la vraie alternative, et ensuite parce que l'électorat, en nous mettant première force d'opposition au Parlement, nous a prédésignés comme la force d'alternative. Puisque c'est un peu la logique. Donc, nous travaillons ça, et si on regarde un peu les projections, s'il devait y avoir des élections législatives anticipées, on voit qu'on pourrait s'approcher de la majorité. Voilà.
Voilà. Ce que je crois tout à fait logique hein, sur les chiffres, par rapport à l'évolution psychologique du corps électoral. Sur les chiffres qui sont donnés dans les sondages, après, c'est incontournable. Vous êtes incontournable. Même s'il manque quelque chose, vous aurez toujours des gens, des parlementaires qui diront je ne peux pas... Vous savez, si ou quand Marine, je pense qu'elle a quand même de fortes chances de gagner, si elle est élue, on aura 300 députés. Oui, bien sûr. Après, la question qui se pose, c'est à nous de prendre le pouvoir, c'est-à-dire, pourquoi est-il prendre le pouvoir? C'est pas une vision putschiste, c'est on accède au pouvoir et après on prend le pouvoir. Parce que le fait d'accéder au pouvoir ne donne pas forcément le pouvoir. On l'a vu d'ailleurs avec Macron. Même Macron, qui était issu du Cénacle, hein, il a eu un problème avec le général de Villiers, il a eu un problème avec le ministère de l'Intérieur, il a eu un certain nombre de problèmes. Quand on prend Trump, il n'a jamais réussi à vaincre l'État profond. Et nous, on aura ce problème-là. Le jour où on accédera au pouvoir, on aura contre nous, en tout cas pas avec nous, forcément, un certain nombre de forces. Une partie de l'appareil. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que la grande majorité des fonctionnaires, y compris des hauts fonctionnaires, sont des républicains et sont attachés aux institutions et donc ils appliqueront les choses, mais il y a quand même des habitudes. Hein. Donc il faut qu'on ait des gens des députés ou demain des ministres hein, qui accèdent aux responsabilités avec la volonté de vraiment changer les choses. Hein, je crois qu'on l'a d'ailleurs, hein, je crois vraiment que cette vision-là... Je crois que je la souhaite. Mais je vais vous dire, on n'a pas fait tout ce chemin pour ne pas aller au bout. Hein. Pour s'arrêter encore de route. Eh bien écoutez, voilà, je vous remercie de ce débat franc et sympathique. Merci infiniment.